Un serious game, c'est une situation de jeu qui a des objectifs utilitaires, et en particulier des objectifs de formation et d'éducation. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler de cette rencontre entre deux mondes. Le monde sérieux de l'entreprise, le monde sérieux de l'apprentissage, le monde sérieux de la formation, avec le monde du jeu. Lego a développé donc des sessions de formation où on joue au Lego pour développer ses capacités de collaboration, ses capacités de créativité. Alors plus classique dans le serious game aussi, un jeu qui est assez connu, qui a été fait par ABBA Formation, c'est pour entraîner donc des personnes à l'entretien d'évaluation en particulier, ou à la négociation commerciale, et c'est utilisé par la Banque Postale, c'est utilisé, me semble-t-il, également par AXA. Il y a un moteur et on peut mettre à l'intérieur des connaissances qui sont spécifiques de l'entreprise. Comment on met la frontière entre la simulation et le jeu. Bon, imaginons un pilote de ligne, quand il est dans son avion, c'est du réel. Hein. S'il crache son avion, là il va y avoir des grosses conséquences et c'est un gros problème, il va tuer le monde, et lui y compris. Ça c'est du réel, on voit à peu près de quoi il retourne. Si on est dans la simulation, on peut imaginer qu'il est dans un simulateur de vol. Donc là, on simule le vol, et là encore, il y a des conséquences, parce que c'est intégré dans une formation, et que s'il rate sa simulation, enfin, s'il rate le pilotage dans la simulation, il va perdre sa licence, il ne pourra plus monter dans un véritable avion. Donc, je voudrais vous parler d'un jeu à 3 francs 6 sous, que nous, on a mis en place en France, ça s'appelle Climaction. C'est un jeu qui va être joué cette année avec des élèves du Québec et de France. Ce jeu se porte sur les énergies renouvelables, c'est un jeu multijoueur en ligne sur l'aménagement des territoires et l'implantation des énergies renouvelables, donc c'est dans le cadre de ce qu'on appelle les PSMT, les plans climat énergie territoriale, et les élèves doivent proposer des solutions énergétiques pour leur environnement. Alors par exemple, la situation est telle que donc, les élèves vont utiliser la plateforme, ils vont collaborer pour proposer des solutions, il y a plein d'étapes, je vous passe les étapes, mais il y a aussi une phase qui se travaille sur le terrain, c'est-à-dire que les élèves vont sur le terrain, et en particulier ceux qui jouent le rôle d'élus locaux et de citoyens vont sur le terrain pour vérifier que les solutions proposées par les entreprises sont tenables, sont viables. On a créé un jeu de rôle en fait, où il y a 3 équipes, 2 équipes qui vont jouer le rôle d'ostéopathe et qui sont en concurrence, hein, c'est le premier qui va arriver à trouver la bonne solution pour le patient, et puis une équipe aussi qui joue le rôle de patient. On a trouvé intéressant de renverser la situation. Pour apprendre à devenir ostéopathe, eh bien, peut-être que c'est bien de se mettre dans la peau du patient. Il y a actuellement quelque chose qui se passe, alors c'est vrai en particulier pour l'école, mais je pense que c'est vrai aussi pour le monde de la formation, c'est qu'il y a comme 2 mondes qui sont de plus en plus séparés. Un monde où des ados ou des jeunes du numérique, alors on les appelle digital natives, on les appelle également génération Y, sont dans des réseaux où ils vont partager l'information, ils vont échanger, ils vont s'échanger des savoirs qui sont informels. Et puis, ces jeunes, parfois, ils vont à l'école, et dans l'école, ça se passe complètement différemment. Là, c'est plus un réseau, c'est une pyramide, où il y a quelqu'un qui sait et quelqu'un qui explique ce qui se passe. Ça peut être le cas aussi dans une formation. Il y a également un modèle où les savoirs sont institutionnalisés, et ces savoirs, donc, ont été décidés par quelqu'un d'autre qu'eux. Finalement, des choses qui sont valorisées dans le monde numérique sont au contraire des fautes dans le monde de l'école ou dans le monde de la formation. Par exemple, ce qu'on appelle les mash-up, le fait de récupérer des outils sur Internet, et puis des vidéos par exemple, et de les changer, c'est très valorisé sur Internet, les jeunes font ça tous les jours. Et bien, dans le monde de l'école ou de la formation, ça s'appelle du plagiat. Et là, il y a comme... il faut être schizophrène hein, quand on passe tous les jours d'un monde à l'autre. Donc il y a la nécessité, et il y a plein de rapports hein, qui font un état de l'art par rapport à ça, il y a la nécessité d'instaurer un nouveau rapport au savoir dans l'école et dans la formation pour prendre en compte ces jeunes du numérique. Quels sont les présupposés sur l'apprentissage qu'on a là-dedans? Les présupposés, c'est en fait de dire que l'apprentissage, c'est un processus adaptatif, qu'on apprend en s'adaptant. Ça vient de Piaget, en fait. En fait, de dire que un apprenant, il va exercer des actions
sur un milieu didactique. Alors ça, ce sont mes mots à moi du chercheur. Mettons que le mot de milieu didactique, là, c'est le jeu vidéo, par exemple, le jeu Zombie Division. L'action, ça va être de choisir une arme et d'agir. Et puis là, on va avoir une rétroaction. Donc, quelles sont les théories de l'apprentissage qui disent quels sont les mécanismes qui sont mis en jeu du point de vue de l'apprentissage quand on joue. Je vais vous donner un exemple à partir de ce qu'on fait ce qui est destiné à des gamins, c'est pour apprendre des maths. Et la question, c'est est-ce qu'on peut apprendre les maths en détruisant des zombies? Là, c'est plutôt un jeu vidéo. Les zombies, vous les voyez, ils ne sont pas si effrayants parce que en fait, ça s'adresse à des enfants de 6-7 ans. Et les zombies, ils ont des dossards. Celui-ci, par exemple, il a le dossard 64. Et moi, en jouant à ce jeu, je dois tuer ce zombie. Et pour le tuer, eh bien, j'ai des armes. Mes armes s'appellent le 2, le 5, le 3, le 7. Et évidemment, si je veux tuer le 64, eh bien, il va falloir que j'utilise un diviseur de 64. Donc, en faisant jouer les enfants, eh bien, comme ceci, on leur apprend quels sont les diviseurs. Les jeux, en fait, c'est pas uniquement l'adaptatif, parce que quand on regarde PLP Formation, on voit bien que c'est pas juste s'adapter aux contraintes, apprendre dans les jeux, mais c'est aussi exercer sa créativité, c'est-à-dire inventer de nouvelles choses. Et du coup, les jeux, ça apparaît comme des espaces qui sont construits, des espaces de réflexivité, au sens où on va pouvoir, dans ces jeux, exercer sa manière de penser et d'agir. On va agir, on va penser, on va voir comment ça se passe, quelles sont les conséquences sur l'environnement, mais encore une fois, dans le cadre d'un jeu, donc de manière sécuritaire. Alors, vous voyez qu'il y a une caractéristique dans le jeu, c'est qu'on cache les objectifs d'apprentissage à la personne qui apprend. C'est que les connaissances qu'ils ont acquises là, elles sont transférables à d'autres contextes. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les élèves, en fait, vont développer des connaissances procédurales. Procédure au sens où ils reproduisent les groupes, et de plus en plus vite. On sait actuellement que les jeux, effectivement, peuvent permettre de développer des connaissances procédurales, c'est-à-dire des habiletés qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Et quand je dis procédural, je considère par exemple que faire une addition ou une soustraction, c'est une procédure, c'est pas uniquement manuel. Maintenant, je pense qu'effectivement, si on veut passer à des connaissances déclaratives, au sens où on est capable de pointer les concepts, on est capable donc d'identifier les concepts que l'on met en œuvre dans les procédures qu'on utilise, eh bien, on est obligé de passer par un enseignant.